Bonjour à tous, bienvenue sur Sword and Baguette. Petite vidéo d'un nouveau format qui va durer 3, 4, 5 vidéos dans le temps. Euh, du rhum et des fémurs. J'espère que le nom vous plaît. J'espère que le nom vous plaît. On va vous parler de pirates morts-vivants. Enfin, je dis on, là, c'est jeu. Euh, Globalement, je suis en train de monter une armée voilà, de la Côte Vampire. Alors, historiquement, c'était la Côte Vampire, mais c'était les zombies pirates. Bref, du pirate mort-vivant. Donc, je vais vous parler un petit peu des différentes choses. Alors, cette première vidéo peut être un petit peu longue, les suivantes seront beaucoup plus courtes. Les suivantes seront plus des retours de partie, des choses comme ça. Voilà, ça peut être intéressant de voir quel projet j'ai en tête, dans quel sens ça va, les premières lignes, etc. Puis surtout comment je fonctionne dans mon cerveau un petit peu tordu. Parce que vous allez voir, oui, je fais du fichier Excel pour mes, pour mes, euh, pour mes projets hobby. Donc bref, les différents sujets. L'objectif du format, de mes références. Qu'est-ce qui me parle en fait? Qu'est-ce qui fait que j'ai choisi, que j'aime telle ou telle chose? Pourquoi? Qu'est-ce qui est dans ma tendre enfance me fait aimer ou pas les pirates, les morts-vivants et tout ce qui va avec? Quelle faction? Parce que ça, c'est un vrai sujet, parce que pour l'instant, on n'a pas de livre d'armée Code Vampire. Donc, il va falloir trouver un petit tricks pour jouer l'armée malgré tout. Bon, on en avait déjà un petit peu parlé dans l'armée la revue qu'on avait fait de la faction avec Val, avec Sens. Mais je pense que voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai choisi. Parce que pour certains, ils disent bah c'est marqué vampire, donc tu joues Code Vampire. Mais pas tant que ça. Encore une fois, pas tant que ça. Au niveau du choix des entrées et des figurines et du schéma de couleur, donc une fois que j'ai choisi ma faction, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir jouer et pas jouer? Comment je vais le jouer? Et puis quel schéma de couleur? Bon, là, la partie schéma de couleur, ça va aller assez vite. Oui, il y aura du bleu et du orange. Bon, il y a des indications hein, sur la chaîne. Et enfin, voilà, ma première liste d'armées compétitives et les premiers retours d'expérience que j'ai là-dessus. Sachant que c'est une armée que je vais monter, pour les parties dures, pour du tournoi. Et il faut aussi que je pense à une partie plus cool. Pour, bah, notamment, je vais faire le tournoi de Rouen qui est plus une convention de jeu. Vous allez voir au niveau de la liste, clairement, il y a des trucs que tu peux pas faire, que tu peux pas sortir pour une convention de jeu. Donc il va falloir lever le pied et sortir d'autres choses un peu plus variées. Mais ça, on en parlera à ce moment-là. Bon, bref. Objectif du format. Alors vous allez voir, c'est très très simple. Alors j'en profite, hein, il est tôt, vous allez m'entendre siroter mon café. Normalement, vous l'entendrez pas trop, mais on sait jamais. Les bruits de bouche, c'est jamais super. Hmm. Donc ouais, l'objectif, c'est de vous présenter un projet complet. C'est-à-dire vraiment, qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je veux partir sur un gros projet hobby qui n'est pas juste, je m'imprime les figues en 3D, on les peint vite fait et on produit un truc derrière. Bon, vous allez voir, il y a pas mal de petites choses, il y a pas mal d'évolutions, de trucs qui me passent par la tête. Et voilà. Déjà, moi, ça m'a permis de formaliser ce qu'il y avait dans ma tête, tous les différents éléments que j'ai fait à des moments à part, que ce soit d'aller chercher les références, en disant attends ça j'ai envie de le jouer, ça, cette figurine-là elle est belle, euh, cette figurine-là, franchement j'aimerais bien la jouer parce que c'est fort, mais ça colle pas au thème, donc est-ce qu'il y a un moyen que ça passe, ou est-ce que je me dis bah non, on oublie totalement cette unité, et puis on verra au fur et à mesure ce qui se passe, voilà, ce genre de choses. Et là, on est vraiment sur le terme d'un projet d'armée de cœur. C'est-à-dire, on va aller vraiment aller du lore à la table. C'est-à-dire, c'est vraiment un projet où j'aime l'armée dans ce qu'elle représente en termes de fluff. Et je vais transformer cet amour que j'ai du fluff de cette armée vers une liste d'armées. Donc, c'est un petit peu différent de tout ce que vous voyez sur la chaîne, où en général, c'est bah voilà, on regarde ce qui se passe, c'est efficace, c'est pas efficace, et on y va. Là, on est vraiment sur un projet annexe. Ce qui fait que j'aurai grosso modo deux armées jouables. L'homme bête, si je veux uniquement du compétitif, parce que là, en fait, j'aime le lore des hommes bêtes, on a les figurines hommes bêtes, ça va tout seul, c'est une armée normale, donc il n'y a pas de souci à faire. Et ce projet à côté, qui est plus un projet kiff personnel qu'autre chose. Au niveau de mes références, en gros, il y a, on va dire, 5 types de références qui me parlent, moi, quand on me parle de pirates zombies, de code vampire, de pirates de la code vampire, etc. Enfin, il y a plein de noms à l'armée. Parce qu'en fait, ouais, vous n'avez pas que c'est pas que les mecs de Harkon, qu'on avait la liste d'armées qu'on avait en V6. Le fluff s'est énormément étendu, notamment via Total War, mais pas que.
Et du coup, bah, maintenant, on a même une partie qui est constituée de bretonnier mort-vivant. Enfin, voilà, il y a plein de choses là-dedans. On a les pirates de Sartosa, qui est un mélange d'armée vivante et mort-vivante. Donc voilà, il y a plein de choses. Mais dedans, forcément, l'armée de pirates zombies de la V6, il n'y a pas de souci. On trouve le PDF en ligne issu du Warhammer Chronicle, donc c'est nickel. Total War Warhammer, ça serait impossible de ne pas en parler. La partie Pirates des Caraïbes, forcément, je veux dire, pirate mort-vivant. Je suis né à la fin des années 80, donc en 88. Euh, j'ai bouffé les différents Pirates des Caraïbes et j'ai kiffé, même les moins bons de la fin, c'est toujours agréable. Les pirates et les corsaires tout court. Il faut savoir que moi, ma première armée mercenaire, ma première armée à Battle, c'était mercenaire en toute fin de V5. C'est la première fois que je joue un petit peu à, à l'univers, avant de passer à 40K ou à la sortie de la V3. Et quand j'ai rejoué mercenaire en V6, V7, si je dis pas de bêtises, tout le thème de l'armée c'était des pirates. Donc beaucoup de franches compagnies avec euh, des tenues un petit peu spéciales. Alors j'avais fait du blanc et du bleu turquoise, ce qui avec le recul n'allait pas forcément parfaitement. Mais voilà, il y avait tout un thème autour de la piraterie, etc. Et surtout bah, les morts-vivants dans le truc, ça parle. Je veux dire, on est encore une fois fin des années 80, les films de morts-vivants un petit peu kitsch, il y en a plein. Donc on commence par bah ouais, l'armée de pirates zombies de la V6. Alors en V6, j'étais un gamin, ce qui veut dire que le fait de le moindre achat, le moindre truc pour monter la liste d'armées, c'était un enfer. Ma première armée que j'avais eue à mes différents Noëls, c'était du mercenaire de battle. Mercenaire de battle qui était tout en métal, ça coûtait une couille. Là, je me souviens enfin, entre les blisters où tu avais pour 60 francs, tu avais 3 figurines en métal. C'était vraiment flippant, 20 balles la figue. Donc maintenant c'est 3 euros, mais imaginez le ratio. Et surtout, bah, des fois, tu avais des figurines comme les esclaves Skaven, où tu en avais pour 50 ou 60 francs, tu en avais 3 et ça valait 6 points. Donc autant vous dire que le ratio franc-point à l'époque, il était horrible, hein. Même avec le ratio, avec le 6,55, 957. Du passage à l'euro. Alors, du coup, bah, l'armée de pirates zombies, bah, je l'avais pas faite. C'était une armée qui était présentée comme une armée full conversion dans un bouquin. Vous avez des trucs fantastiques, hein, c'était ce pack de combattants zombies avec armes de base, avec des pistolets, etc. Mais c'est ce que j'aimais pas dans cette liste, c'est qu'on est sur les listes V6, c'est-à-dire le Wheezy. Bah, il y avait un thème. Typiquement, là, tous les mecs là, c'est les mecs issus quasiment des franches compagnies, des bandes de bordel, etc. Sur lesquels ils ont foutu des têtes de zombards. Mais globalement, bah, les pistolets, on s'en fout, les choses comme ça. Donc je suis resté là-dessus, je me suis dit, voilà, on accepte. Ils ont plein de pistolets au niveau des figurines parce que c'est des pirates. Mais dans la liste, ça n'existe pas, le pistolet. Donc, alors t'as deux, trois filles qui peuvent l'avoir. Donc, on va partir là-dessus. Mais typiquement, ce pack-là que vous voyez là, bah, ils le considèrent juste en arme de base. Il n'y a pas un ensemble d'armes de base, pistolet, etc. C'était des choix faits à l'époque, écoutez, pourquoi pas. Et donc, ouais, vous avez des illustrations, voilà, les mecs qui vont dans les marais de l'Ustrie, enfin, de l'homme lézard face à du zombie, etc., pirate, qui est une espèce de mélange entre les troupes conquistadors, parce que c'est quand même des troupes qui viennent du vieux monde, hein, les gars, et là, c'est le côté un petit peu mort-vivant. Je me suis même posé la question si, est-ce que j'allais pas simplement faire une armée de conquistadors, donc des Staliens, typiquement, pour le faire. Ça fait partie des trucs qui auraient pu me plaire quitte à aller dans du conquistador mort-vivant, je me suis dit, allez, calme-toi, on va déjà commencer par un projet simple. Mais je vous avoue que après avoir vu quelques magnifiques conversions vous savez, les volants des nains de Age of Sigmar, là j'ai oublié leur nom, les Caradon, trucs comme ça. Il y a des mecs qui les ont convertis en mode caravelle. Et tu dis, tu peux te faire une armée de lanternes, enfin une armée de KT, avec de la lanterne, avec des trucs comme ça, en prenant comme référence l'armée d'Estali, donc d'Espagne et du Portugal. Et ça m'a parlé, ça m'a parlé. Les croix de Saint-Georges sur les caravelles, ça m'a parlé. Ça m'amuserait de le mettre à battle. Ensuite, bah forcément, Total War Warhammer qui a vraiment mis cette faction au goût du jour, qui l'a modernisé, qui l'a changé. Le look est fantastique. C'est une armée que j'ai beaucoup joué en campagne solo. Je pense que c'est l'armée que j'ai le plus joué. Pas forcément avec beaucoup de réussite sur certaines fois, mais la seule fois où j'ai vraiment fini ma campagne, alors qui était difficile seulement. Je fais pas partie des mecs qui jouent en très difficile et légendaire. Désolé, j'ai pas le skill et j'ai pas la planification et avoir 17 armées de chaque côté et arriver à tenir tous les fronts, c'est pas possible pour moi. Mais voilà, en difficile, j'ai réussi à finir ma campagne, donc campagne longue, hein, c'est-à-dire j'ai quasiment conquis tout le monde. En gros, j'ai pris le vieux monde, Ultuan, les deux parts de l'Ustrie, et puis je sais plus quoi d'autre. Enfin bref, j'ai fait ma victoire longue.
Et donc voilà, plutôt kiffant. Des looks de fou, voilà, du pirate, des flingues, voilà. C'est vraiment l'élément important. Euh, je veux des flingues. Voilà, vous allez voir, c'est même l'un des critères les plus importants. Je veux une armée qui tire. Pourquoi? Parce que Kor'bak, il sait pas ce que c'est qu'une armée qui tire. Quand il joue des nains, il joue des nains de corps à corps, avec des nains qui foncent vers l'adversaire. Alors bien sûr, en ligne, je peux jouer autre chose. Quand il joue quand il joue des hommes bêtes, son seul tireur, c'est un magot. Quand il joue du chaos, ça va tout droit. Mais je sais pas ce que c'est que de jouer une Gunline. Je l'ai essayé un petit peu en jouant Skaven, mais on était sur une armée mixte avec beaucoup de mobilité, beaucoup de guérilla, etc. Donc on n'est pas vraiment dans ce délire-là. Et là, clairement, c'est quelque chose qui manque au niveau de mon gameplay. C'est quelque chose que je maîtrise pas pour le moment. Et donc, je veux des flingues. Je veux du tir. Pirates des Caraïbes, en termes de référence, le feu. Voilà, enfin, je veux dire, quand on voit la date du premier film, c'est compliqué. Si vous voulez se rappeler que des CGI étaient aussi développés, quand on voit certains trucs qui sortent en 2015-2020, bien sûr, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes trucs. Mais des fois, quand tu vois des films 15 ans ou 20 ans après qui sont moins beaux en termes de CGI et des fois pour des budgets équivalents, putain, les mecs avaient bossé à l'époque. Et puis bah, voilà, j'ai été gamin à Disneyland Paris. Le petit tour en barque chez les pirates, ça a quand même de la gueule. Alors, ça peut-être pas le monde des poupées, mais ça a de la gueule. Et puis ensuite, bah, ce que j'aime chez les pirates et les corsaires tout court. Alors, il y a des trucs tout cons qui est vraiment que j'ai depuis gamin. Alors, pour ceux qui ont suivi, vous savez que j'ai été un gros lecteur de Picsou. D'ailleurs, un grand merci aux camarades qui m'a refilé les références. En effet, on peut se commander la jeunesse de Picsou sur Cultura. Et il livre au Portugal. Voilà. Un grand merci à lui. Donc, des bouquins qui m'ont marqué. Alors, je me souviens, quand j'étais gamin, il y avait l'histoire du trésor du Hollandais volant. Donc, c'était les Castors Juniors, les trois gamins, qui étaient avec Picsou et Donald et qui essayaient de résoudre le problème du Hollandais volant. Donc, on rappelle, le Hollandais volant, c'est quoi? C'est un navire un navire fantomatique qu'on voyait apparaître et qui avançait à l'envers, enfin, à l'arrière du vent. Et en fait, ils l'ont justifié en mode, en fait, il est pris dans un iceberg, on voit que quand les lumières sont suffisamment fortes, suffisamment rasantes, et c'est pour ça, voilà. J'aimais bien ce côté, on essaye de rationaliser l'irrationnable, donc plutôt cool. Tous les sujets sur la jeunesse de Picsou, il y a des moments, voilà, quand ils sont des piquants, ils jouent aux pirates sur le Mississippi, face au Rapetou, enfin, c'est des trucs que j'avais kiffé à l'époque. Euh, Quand je m'étais fait mes armées de mercenaires, je m'étais aussi beaucoup intéressé aux pirates tout court, donc que ce soit Henry Morgan, hein, qui n'est pas qu'une marque de Rome, ce corsaire gallois, que ce soit forcément Barbe Noire, hein, le pirate anglais, ou Robert Surcouf, hein, notre préféré. Vous savez, c'est le mec qui est connu notamment, parce que il a fait quand même des trucs plutôt sympas. Et son truc, c'est, voilà, vous les Français, un officier anglais lui dit, après avoir pris une branlée, hein, vous les Français, vous battez pour l'argent, tandis que nous nous battons pour l'honneur. Et il lui avait répondu, eh bien, chacun se bat pour ce qui lui manque. Fantastique, fantastique. Ces enfoirés de ricains dans le film Napoléon ont essayé de dire que c'était pas une phrase française, mais elle est de lui. Après, est-ce qu'il y a d'autres mecs pas connus qui l'ont dit avant? Bon, voilà. C'est comme tout en hésitation. Einstein, il a dû aussi dire j'ai faim, qu'est-ce qu'on mange? Pourtant, c'est pas celle-là qu'on retient. Bon, bah là, dans ce cas-là, c'est celle-là qu'on retient. Je pense pas que ce soit apocryphe. Je pense pas que ce soit apocryphe. Et puis la notion de mort-vivant, c'est tellement fort dans l'imagerie collective. Encore une fois, hein, peut-être parce que né fin des années 80, et puis on s'est tapé énormément de bouquins là-dessus, mais quand je vois, regardez, vous avez du mort-vivant, vous avez du zombie, encore une fois, Picsou, hein, désolé pour ceux qui aiment pas ça, vous n'êtes pas des humains si vous n'avez pas Picsou. Ah, la phrase dégueulasse. Bombi le zombie. Alors j'ai choisi le truc où il est moins noir en termes de peau, histoire d'éviter les emmerdes. Mais voilà, le premier zombie où en fait, qui te présente le zombie comme issu du folklore et de la culture haïtienne. Donc vraiment très très intéressant par rapport à ça. L'armée des morts du Seigneur des Anneaux. Enfin, je veux dire, quand le roi des morts tourne la tête, frisson, frisson au premier degré. Le film Evil Dead, le premier, avec le moment là où il se fait son canoncier, sa main tronçonneuse, après ça te fait découper, et qu'il balance Groovy. Ah putain, qu'est-ce que c'est classe. Un truc qui m'a traumatisé gamin, les contes de la crypte. Alors je sais pas s'il y en a qui les ont vus aussi, je sais plus à quel point c'était réaliste ou pas réaliste. Je me souviens de certains épisodes, je trouvais ça bien flippant. Et alors en revoyant la gueule de la peuplette là en préparant l'émission, en voyant la gueule que ça, je me dis bon, ça devait pas être si flippant que ça, mais plutôt efficace.
Le Dracula de Coppola, forcément. Il y en a beaucoup qui disent que Keanu Reeves est catastrophique dedans. Moi, je le trouve plutôt dans le rôle, bizarrement. Il fait son rôle du mec qui comprend pas ce qui se passe. Et globalement, c'est l'une des têtes que fait très bien Keanu Reeves, hein, de ne pas savoir ce qu'il fait. Alors, Keanu Reeves, pour ceux qui n'ont pas 30 ans qui sont sur la chaîne, c'est John Wick. Voilà. Il a fait 2-3 films avant, dont une petite trilogie sur la Matrice, c'est plutôt flippante. Enfin, surtout le premier. Le Van Helsing de Stephen Sommer, qui est sorti en 2004, j'avais été le voir au cinéma, j'avais surkiffé. On est dans tous les clichés du vampire, de la Transylvanie, etc. Alors, on n'est pas dans du pur mort-vivant, on est vraiment plus dans du vampire, hein, comme le film de Coppola. Même si le film de Coppola, je crois qu'il y a un peu de... Mais bon, bref. Le Jason et les Argonautes, qui a juste défini à quoi devaient ressembler les squelettes de battle de la fantasy. Donc là, vous avez vraiment l'impression qu'on est dans un truc de Warhammer. Il lui manque juste des grosses épaulettes et puis on serait dedans. Mais voilà, en termes de look, on est vraiment sur là, sachant qu'on est un film de 63. Shaun of the Dead, mon film sur les zombies préféré. Je suis pas un gros fan de tous ceux où ils s'enferment dans un supermarché. Je trouve ça un petit peu parodique. Donc là, ça m'éclatait encore plus d'avoir une bande qui s'enferme dans un pub. Et puis surtout, désolé Philippe. On s'occupe de Philippe. Je suis désolé Philippe. Et enfin, mon armée de contre vampires. Parce que ouais, j'ai joué Vampire en V6, alors un tout petit peu, je crois avoir fait 2 parties avec l'armée, j'ai passé plus de temps à la peindre dans le garage de l'immeuble où j'habitais que de la jouer. Mais c'était plutôt marrant, donc ouais, c'était sous couche blanche, bien épaisse parce que je savais pas l'équilibrer, un gros pavé d'encre noisette et un brossage à sec blanc. Et putain, c'est pour peindre des figurines, c'était rapide, hein. Ça a failli me remettre à battle alors que j'étais en train de partir sur 40K. Je parle vraiment dans une armée, histoire d'avoir une armée peinte. Et donc voilà, vous avez vu un petit peu les références que j'ai en tête, les trucs qui me parlent pas. Vous savez que je suis un gros fan de BD, hein, notamment à la Picsou, donc c'est ce qui fait qu'il y a un esthétique particulier aussi sur la chaîne Sword and Baguette, avec les personnages du nain, de l'elfe, etc. Du nain, du skink et de l'elfe, pardon. On va le mettre dans l'ordre, on va rendre à César ce qui est à César. Donc voilà, attendez-vous, non pas un style réaliste, ça m'emmerde un peu les figurines qui se veulent réalistes. Là, j'en voudrais partir sur un format un petit peu plus à la cool. Donc vous allez voir. I thought I heard the old man say, "Leave her, Johnny, leave her. Tomorrow ye will get your pay, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her." Le sujet de la faction. Ouais, le sujet de la faction. Comment choisir l'armée? Empire pour les flingues, contre vampire parce qu'il y a le mot vampire dedans, que c'est des morts vivants, ou roi des tombes. C'est globalement les 3 choix que j'avais. Ce que j'ai fait pour me décider, et c'est ce qui fait que j'arrive à défendre l'argument quand certains me disent ouais, mais tu sais, on trouve pas ça fluff. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai fait le point. J'ai simplement fait un tableur Excel et j'ai compté les points. Boring. Donc j'ai fait la liste des unités et leur rôle, que ce soit dans la liste V6 ou dans le roster de Total War. J'ai checké l'importance de chaque unité, c'est-à-dire à quel point j'avais envie d'en jouer. Ensuite, j'ai maté si c'était jouable tout court. Donc en gros, je vais vous donner un exemple. Dans cette armée-là, on a des mecs avec des petits canons. Ces petits canons, historiquement, ils tiraient force 6 à 36 pouces. On est sur des mecs qui utilisaient un gros socle. On était sur un socle de 50 de long, donc 25 par 50 à l'époque, avec 2 mecs. Et je me suis dit, en gros, si je veux avoir des trucs comme ça, est-ce que je partirais sur des Ushabti? Parce que typiquement, tu mets une 3e figurine, donc tu as tes 2 tireurs et ton mec. Ils sont 3 figues qui représentent les 3 points de vie. Et tu mets des petites fortifications pour justifier l'endurance de 4 et la sauvegarde et l'armure lourde. Et tu peux dire, voilà, j'arrive à avoir un truc qui est à peu près cohérent, qui fait des tirs, etc. C'est acceptable, mais je trouve ça pas naturel. Vous savez, à partir du moment où tu dois trop justifier ton truc, c'est que c'est compliqué. Donc ça fait partie des choses que j'ai mis dans jouable, mais pas OK. Donc j'avais 3 scores que vous pouvez voir, totalement OK. Il n'y a aucun doute par rapport à ça, ça passe. Voilà, ça passe, même ça passe, c'est wheezy, c'est cohérent. Jouable, c'est OK, mais un chouïa tiré par les cheveux, capillotracté, comme disait un certain des proches.
Et ce qui n'est pas possible, c'est vraiment, non, ça n'a rien à foutre là et on le dégage. De la même manière, j'ai fait ma note d'importance. 1, 0, c'est j'ai pas envie de le jouer. Typiquement, j'ai pas envie que, même si je joue en compte vampire, je veux pas jouer à Mortis, je veux pas jouer des éthérés. Donc, des éthérés, ça m'excite pas. J'ai pas envie d'en jouer en ce moment parce que c'est broken et que c'est facile à jouer pour beaucoup de joueurs. Alors, c'est broken à l'échelle de The Lord, mais pour moi, voilà, je ne prends pas de plaisir à en affronter ni à en jouer. Donc 0, c'est non, rien à foutre. Ou 0, non, parce que rien à foutre dans l'armée, c'est possible aussi. Même si là, vu comment c'est parti, vous allez voir, c'est compliqué. Mais bref. Pourquoi pas? Ça fait pas partie de mes objectifs à court terme, mais clairement, ça fait partie des unités qu'on pourrait avoir pour les mettre en vitrine, histoire de grandir l'armée, etc. Ok, ça a sa place dans l'armée, et surtout le 3, c'est le je veux. Bah ouais, je veux, j'ai vraiment envie de le jouer. Donc, parce que ça me parle, parce que c'est important dans les constructions de listes, et tout ce qui va avec. Donc en fait, j'ai fait très simple. J'ai pris l'importance que j'avais, donc ça c'est par rapport à l'unité en elle-même. Et ensuite j'ai dit voilà, en compte vampire, telle unité, si je la joue, ça sera en ça. Est-ce que c'est ok? Je l'ai noté, donc ça me donnait 2 notes sur 3. J'ai démultiplié l'une par l'autre, et ça m'a donné un score de faction. Et pareil pour les rois des tombes. Alors donc ça donne ce tableau-là, je ne vais pas vous le détailler à 200%, mais voilà, vous prenez typiquement des sujets comme ça, vous prenez un petit capitaine de la flotte. Le capitaine de la flotte, c'est un héros qui s'appelait Capitaine Vampire dans la capitaine de la flotte vampire, pardon, dans le White Dwarf. Là, c'est l'unité dans Total War. Elle a un rôle de faire du support de corps à corps, donc un petit peu de buffer les copains et de faire du close. En niveau d'importance, je lui ai mis 2. Et en fait, je regarde, c'est qu'en termes de cohérence, côté contre vampire, il s'est jouable sur le profil d'un revenant, soit un roi revenant ou un seigneur revenant. Donc pour moi, c'est jouable parce que clairement, ils sont beaucoup trop tanky par rapport à ce qui est voulu. C'est censé être du support de carte, c'est-à-dire faire un petit peu de corps à corps, mais la bonne endurance, le point de vie en plus, tout ça, pour moi, ça me dérangeait d'un point de vue du revenant. Par contre, en roi des tombes, le jouer en héros, pas forcément en grande bannière, mais en héros, qui va faire du support, donc qui va servir un petit peu de garde du corps, qui va avoir des petites règles intéressantes. Allez, pourquoi pas, ok. De la même manière, la chose qui pour moi était très très importante, les sirènes dans l'unité de Total War, c'est des Banshee. Et du coup, ça me plaît pas. J'ai pas envie de jouer de la Banshee, j'ai pas envie de jouer de la Spirit Host. Donc, clairement, en important, j'ai mis 0. Je veux pas d'unité éthérée dans ma liste. Donc voilà, et puis pareil, vous prenez les chauves-souris géantes qui sont dans Total War, qui s'appelait. Qui n'était pas disponible, pardon, dans la liste V6. Pour moi, c'est important que ce soit dedans, parce que ça fait partie du look de la chose. Voilà, c'est joué en chauve-souris géante en vampire, donc c'est ok, et c'est jouable en charognard, en roi des tombes, donc ok. De la même manière, pour les abordeurs, c'est eux qui me parlaient beaucoup. Les abordeurs, c'est quoi? C'est une chauve-souris géante qui porte un pirate pour aller attaquer les bateaux adverses. Donc c'était les droppers, les deck droppers dans l'armée V6. De la même manière, ça peut être joué en chauve-souris géante et en charognard, avec une unité qui est assez importante. Donc voilà, elle a porté 6 points parce que c'était ok pour les vampires, 6 points pour les rois des tombes, etc. Donc j'ai pris, j'ai pris les deux listes, donc celle de Total War et celle du White Dwarf. Alors, vous voyez, il y en a vraiment très très peu au final. Dans le White Dwarf, il n'y avait qu'un seul patron, c'était Luthor Harcourt, ce qui fait qu'il n'y avait pas d'amiral de la flotte, pas de perso, etc. Et voilà, j'ai fait mes multiplications, et à la fin, je me retrouve avec 2 scores. Donc sur 156 points possibles, vous avez 76, donc à peine la moitié, même moins que la moitié, moins que la moitié de complétude entre les comptes vampires et l'armée, et les rois des tombes. Parce que surtout, ce qui est important, c'est le nombre de tirs. Et en compte vampire, on va pas se mentir, il y a plein de trucs où c'est un gros nom, parce qu'il n'y a pas de gros monstres à la fin. Typiquement, tout ce qui est mortier, autant vous pouvez jouer avec une catapulte si vous prenez pas l'option crâne de l'ennemi, c'est pas incohérent. Mais puis ça donnerait des règles intéressantes au mortier, hein, pourquoi pas. Mortier de l'Empire, on pense à vous, hein, jouer comme une catapulte avec un qui tape un peu moins fort au centre. Mais en vampire, il n'y a pas. Non, en vampire, il n'y a pas. Surtout les unités de base, soit les artilleurs qui s'appelaient les Gunnery Mode ou les Gunners, qui sont pour moi très importants. Typiquement, en contre vampire, t'en as pas, tes zombies, tes squelettes, ils tirent pas, et ça fait chier.
Alors que, bah ouais, en roi des tombes, t'as les archers squelettes. Donc, tu vois, tu peux te retrouver dans des trucs sympas. Alors, t'as des choses qui sont acceptables, hein, typiquement l'infanterie de corps à corps, les gardes des profondeurs, qui sont les unités d'élite, donc l'équivalent des gardes des cryptes et des gardes des tombes. Bah, j'ai deux rôles. En arme de base, des boucliers ou hallebarde, en termes de figurines et de gueule et d'utilité dans le jeu. Bah, garde des cryptes, arme de base, bouclier, c'est nickel en contre vampire. Par contre, les hallebardes, bah, j'ai du mal à ce que les hallebardes comptent comme des armes lourdes parce que tu sens qu'ils les tiennent à une main, etc. Donc je suis pas trop fan. Pour moi, c'est jouable. C'est ok, mais pas ouf. Parce que ça demandera un petit peu d'effort sur certaines filles, etc. pour que l'adversaire ça fasse. Par contre, les gardes des tombes, bah, vu que le choix c'est arme de base bouclier ou hallebarde bouclier, enfin arme de base bouclier hallebarde, c'est nickel, ça passe. Et donc j'ai fait ça pour tous les trucs, j'ai fait mes scores, et donc bah voilà, je me retrouve avec une armée qui sera au final du roi des tombes. Donc encore une fois, le score, hein, score de complétude 78%, le vampire 48%. Encore une fois, c'est personnel parce qu'il y a la note d'importance. Typiquement, si je vous disais, ah non, non, moi je veux jouer à tout prix une sirène, c'est-à-dire des personnages éthérés, bah, je serais parti en contre vampire. Et encore une fois, pour un joueur qui voudrait jouer enfin, les pirates morts-vivants basés sur l'armée des noyés, donc des protonniens morts-vivants, ils seraient dans un délire totalement différent. Encore une fois, allez voir la vidéo sur les qu'on a fait avec Val sur la Côte Vampire. Dedans, vous avez plein d'armées différentes qui ont des rôles différents. L'armée des noyés qui se situe au nord-ouest, elle est menée par une cantatrice maudite, une cantatrice bretonnienne maudite, donc une sirène, donc ça c'est plutôt une banshee ou une figurine qui doit avoir la règle éthérée d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec un objet magique ou autre. Et elle va avoir beaucoup de cavalerie, elle va avoir des chevaliers, etc. Donc là, dans ce cas-là, tu pars en vampire. Clairement, tu pars en vampire. Mais encore une fois, par rapport à mon projet perso, des idées que j'avais envie de voir et pas voir, bah, je me retrouve avec le roi des tombes devant. Maintenant, on va checker un petit peu au niveau de la cohérence, parce qu'on a eu des règles dans ce bouquin V6. Typiquement, on avait la règle aquatique que les skinks avaient. Bah, aquatique, quand tu regardes chez les hommes lézards, maintenant, tu as aquatique pour les unités de base et les unités d'élite en mouvement à couvert. Ouais, allez, on a quelques mouvements à couvert dans le roi des tombes, et puis est-ce que c'est grave si j'ai des pirates qui se cassent la gueule dans des marais, etc. Bon, ouais, c'est l'univers de Warhammer, il y a un croco, il y a un croco, tu vois, que tu saches que t'as pas besoin de respirer sous la flotte, ça change que dalle. Et ensuite, ils avaient les règles d'undead, donc de mort-vivant, les règles de pas faire de test de morale, les limites des psycho, là c'est ok. Mort-vivant des Kera, ça vous donne toutes ces règles-là, vous êtes mort-vivant, vous êtes indémoralisable, vous êtes immunisé psycho, il n'y a pas de souci. Et ensuite, ils avaient une règle qui est très importante dans une armée qui se veut tirer, c'est les armes à poudre noire. Bah, en fait, les armes à poudre noire, elles touchaient sur une valeur fixe. Ils n'avaient pas de malus pour toucher. Hein, avec les rois des tombes, on est pas mal. On était sur une portée de 24 pouces. Bah, ça me va. Enfin, les armes étaient portées 24-36. Là, je vais me retrouver avec des armes 24 et 31, 32. C'est ok. Franchement, c'est ok. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. On répond aux critères. Le sujet, c'est qu'ils avaient une règle, en fait, qui tirait à force 4 PA-1, mais si vous faisiez un as pour toucher, vous prenez la touche vous-même, parce qu'en fait, la poudre explosait. Donc là, on passerait de force 4 PA-1 de base à force 3 sans PA. Bah, je me dis, les mecs, ils chargent au moins la poudre, ils sont un petit peu moins cons dans ma liste que la liste des pirates vampires qui étaient en lustrie. Bon, bah, ils chargent un petit peu moins, ça tire à force 3, mais au moins ça explose pas. Encore une fois, pour ceux qui ont joué au plasma, plasma chargé, plasma pas surchargé. Bon, voilà. Encore une fois, j'arrive à être cohérent et je suis plutôt content de ce que je vois. Au niveau des entrées. Alors, au niveau des entrées, bah, on est à la magnifique époque de l'impression 3D. Donc, on peut tout faire. Alors, je vais vous montrer les figurines. Je vais vous marquer d'où elles sortent. Et quand elles sont disponibles chez TCW, la chaîne qui nous soutient et qui nous sponsorise et tout ce qui va avec, on mettra la petite reco dessus. Qui dit que je touche pas d'argent pour faire cette vidéo. Désolé YouTube, désolé Monsieur le maire, il n'y a pas de souci, mais voilà. Vous savez que c'est très important d'aider les copains. Donc, et puis bah, quand c'est pas disponible chez nous, bah, je vous ai juste mis le nom du développeur. Donc, vous pouvez les trouver sur le net, sur Culte 3D, sur Mamini Factory. Bref, si les figurines vous plaisent, il y a tout ce qu'il faut de chaque côté. Au niveau des rois des tombes, on est sur des gros profils. Donc, des gros profils
clairement, pour moi, ça sera uniquement pour les gros sorciers, les gros seigneurs vampires de la faction. Euh, Il y a un point à pas oublier aussi, c'est que Luthor Harkon, c'est pas un sorcier. Pépère, en tout cas pas à l'époque de la V6, il a perdu le contrôle, il est totalement taré, il est plus capable d'exercer de la magie à cause d'une malédiction des hommes lézards, si je dis pas de conneries. Donc voilà, donc si je veux faire Luthor Harkon, bah, chez TCW on l'a, ça s'appelle Vampire Grand Admiral, il y a la figue. Et après vous avez, c'est disponible sur Culte 3D, je crois les deux. Sur Print for Fun, vous avez Arnessa qui a directement été faite. Alors j'adore le look de la figue, j'ai juste la petite tronçonneuse naine qu'il lui a mis qui est fluff, mais qui pour moi gâche un petit peu tout en termes d'ambiance. Et ce magnifique Noctilus, fait par un développeur russe ou ukrainien, Tepemking. Vraiment très très classe. Vraiment très très classe. On rentre dans le thème, là on est plus dans du conquistador mort-vivant, mais c'est le look de l'armée, donc plutôt cool. Donc, Roi des Tombes, ok, uniquement pour les gros persos. Pour les Princes des Tombes, bah là, ça fait uniquement pour les quelques amiraux de corps à corps. On en a qui sont moins nombreux que les amiraux de tir et de sorciers, etc. Mais on a quand même des amiraux, quelques amiraux de corps à corps. Donc typiquement, si je voulais inclure une figurine de Noctilus, je pense que je jouerais en Prince des Tombes. À voir si j'arrive à lui donner de la magie ou pas avec un petit chapeau de sorcier, parce qu'ils sont un petit peu lunatiques ces mecs-là, donc ça pourrait aller. Mais la figue est belle. Bordel que la figue est belle. Et ensuite, j'ai regardé aussi au niveau des montures. Au niveau des montures, des striés, c'est non. Voilà, les striés, c'est non, ça me va pas, c'est pas cohérent. Lui mettre un chariot. Chariot, un petit peu de mal. Encore une fois, c'est faisable, on peut s'en trouver, hein, on peut se faire des petits trucs un peu cool. On a notamment des mecs sur barque. Donc tu peux faire des mecs sur barque tirés par un requin qui sort de l'avant du socle et tout. Enfin, il y a de quoi faire des trucs de fou. J'ai pas envie. Je vais pas vous mentir, j'ai pas envie. Ça me paraît un petit peu trop what the fuck, mais voilà. Le dragon, aucun souci, on a du dragon mort-vivant dans tous les sens. Et le War Sphinx, alors je l'aime pas en jeu, mais bah, on a la possibilité de faire des gros léviathans. Les gros léviathans, on en parlera un petit peu après, c'est les gros monstres crabesques, morts-vivants. Et clairement, j'ai commencé à regarder, il y a moyen de faire des trucs. Il y a moyen de faire des trucs. Donc c'est le genre de choses qui va m'intéresser, hein. C'est qu'en fait, comment je vais réussir à jouer cette armée en ayant le maximum d'unités un petit peu emblématiques. Et clairement, les léviathans, les gros crabes, ça en fait partie. Au niveau des personnages, vous avez tout ce qui est prêtre et haut prêtre liche en Roi des Tombes. Bah là, typiquement, ça sera les amiraux de l'armée. Ils doivent être sorciers, donc déjà, bah, ça vous met cette construction-là. C'est eux, en fait, qui relèvent, là où les vampires sont plus là pour sangler, un petit peu comme les nécromanciens chez les contes vampires, même si vous avez beaucoup d'armées full nécromanciens. Et surtout, bah, voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce qui est censé être emblématique, c'est leur petit coup de cuillère à peau, là, c'est leur sabre. Et donc je me dis, la règle Copèche, qui fait que ces petits prêtres liches qui ont des profils de merde, on perd -1, ça me plaît bien. Alors vous allez voir pourquoi je pars sur ça. Bah, en fait, les mecs ont des profils de merde. Quand tu compares par rapport aux autres personnages des factions, etc. Même un personnage comme le capitaine de la flotte, vous allez voir qu'un capitaine de la flotte, c'est 3 patates force 4. C'est pas impressionnant du tout. C'est pas un profil de gros vampire ou chose comme ça. Donc voilà. Et puis pareil au niveau des armures. C'est très très bête, mais ces mecs sont à poil. Donc en fait, avoir uniquement des vêtements, c'est-à-dire pas d'armure du tout, moi ça me va bien. Ce qu'il faut retenir aussi, alors cette figurine-là est pour moi magnifique, et il est hors de question que ce soit pas le général de la première armée, ça sera d'ailleurs le cas. Ce capitaine pirate maudit, hein, et à tous les éléments qui me vont bien, cette espèce de petit de barbe tentacule, où tu sens qu'il y a un petit côté... Davy Jones dans Pirates des Caraïbes qui me va très très bien. Cette figurine... You have corrupted your purpose. And so yourself. And you did hide away what should always have been mine. Cette figurine d'officier de la Navy, donc de l'Andorre miniature, qui me va très très bien, qui me servira de petit prêtre liche niveau 1 avec juste son copèche. Et puis cette grande bannière qui est fantastique. Au niveau des montures, bah pareil, on peut avoir un destrier, donc ça, il n'y a pas de... y a pas moyen. Voilà, pas de destrier, je vois pas de pirate à cheval, ça me va pas. Par contre, le dragon, ouais, c'est ok. Encore une fois, on a le dragon d'os, qui est vraiment très très beau, et vous allez voir qu'on en parlera, mais il est plutôt stylé. Premier truc où je me suis posé des questions, c'est les héros. Comment les utiliser? Donc les héraldes, bah, en fait, j'ai regardé leur profil, on est sur 3 patates force 4, 60 points, profil de corps à corps qui n'est pas très très impressionnant. Et comme je vous disais, ce qui est cool,
c'est que dans les captains de la flotte vampire, qui sont pas des vampires, on est sur le même profil. Alors, il a perdu un point d'initiative et un point de commandement, mais ça, c'est toutes les armées de Warhammer. Quand Warhammer Battle est passé à The Old World, tout le monde a perdu un point d'init. Les elfes qui étaient à 5 sont passés à 4, etc. etc. Donc, voilà, un profil qui est sensiblement le même. Donc, on est sur un petit chef squelette. Donc, moi, ça me va bien. Et puis bon, il a perdu 20 points après tout. Comme si ça avait de l'importance de comparer les points V6 et les points The Old World. Donc, ça colle. Il a le copèche, donc il a sa petite cuillère à peau qui va bien, moi ça me va. Donc encore une fois, vous avez, si vous voulez un porteur de grande bannière, vous avez le vampire, le Captain Banner des vampires pirates qui est ici. Vous avez aussi des figurines comme celles de Epic Miniatures. Alors c'est Epic Miniatures, mais c'est échelle 28 mm. Avec le Captain Ournigol, qui est un espèce de gros pirate comme ça, bien kiffant. Niveau des montures, alors ça me fait chier parce que c'est totalement OP sur chariot, mais le mien il sera à pattes. Donc, pas de destrier, pas de chariot. Autant j'arrive à justifier pour les amiraux qu'ils aient un chariot si je veux vraiment faire un effort avec, comme je vous dis, un équipage qui brasse et puis le mec enfin bon, des trucs faisables. Là j'ai plus de mal. Niveau du Necrotech. Necrotech, ce que j'aime beaucoup, c'est le mec qui va mettre des coups de fouet au squelette pour les faire bosser plus vite. Et donc, je me dis, voilà, représenter les gardes-chours mais les contremaîtres, encore une fois, ça me parle bien. Donc, ce soit, alors c'est des figurines qu'on n'a pas chez nous, mais vous avez des pirates orques morts-vivants chez Miniature Miniature Scraze, pardon. Qui sont vraiment cool. Vous avez des trucs un petit peu plus cartoonesques, pareil, qui me plaisent beaucoup, moi, avec de chez Monster Atlas. Epic Miniature, pareil, qui vous propose des mecs avec des cordes, etc., qui peuvent représenter le coup de fouet. Non, plutôt convaincu de ce que je vois. Le Dragon d'Os, là j'ai un énorme avantage, c'est que le Dragon d'Os de Highland Miniatures, qui est un dragon pour les contes vampires de base, est très décharné. Il y a beaucoup d'os. Et surtout, là, le personnage, on peut le sortir direct. Il est collé par-dessus, il n'y a pas d'interférence entre lui et la selle. Ce qui fait que, avec le magnifique décor sur lequel il est posé, je prends le pirate que j'ai envie de jouer, je le mets devant devant sa grotte, en mode je sors de chez moi, le dragon par-dessus, et là vous avez une figue, diorama, magnifique. Je suis comme un gamin, j'ai tellement envie de le faire. Donc voilà. Trop content. Les Sphinx de guerre. Les Sphinx de guerre, en fait, je suis en train de regarder, on a l'Aragnarok de Highland Miniatures, qui est énorme, hein, qui remplit son socle de 100 par 150, avec quelques gobelins au cul, et on est sur un délire avec un Oda, un truc pirate. Voilà. Et je me suis dit, en réduisant légèrement la figurine, donc on l'a réduit d'un tiers à peu près, on se retrouve sur un élément où les bords des pattes occupent pile un socle de 50 mm. Donc plutôt sympathique. Donc ça te permet de le faire passer dessus, et donc ça fait un Oda qui est plus petit forcément, hein, qui était initialement fait pour 6 mecs, qui en aura que 2. Là, vous foutez deux mecs. Là, j'ai mis des pirates avec. J'ai mis des zombies, des artilleurs, enfin des mecs avec flingue pour représenter les arcs. Mais si vous l'utilisez avec d'autres mecs, avec des mecs avec hallebarde, etc., vous pouvez mettre des gardes, des héros dedans, etc., pour coller au Wheezy. Et je me retrouve avec un Sphinx de guerre qui est jouable. Donc, même si j'ai pas envie de le jouer, parce qu'en termes de règles, ça me fait pas kiffer, il y a peut-être un monde où j'arrive à en jouer un ou deux dans les armées un petit peu plus fluff pour les conventions, des armées un petit peu plus molles. Et à la fin d'avoir le truc. Donc ça serait un projet à moyen terme. La Blackguard. La Blackguard fait partie des unités pour lesquelles j'ai envie de jouer Pirate Zombie. Cette unité est très cool pour Total War. Quand vous en mettez 3 packs, en général, vous allez faire le taf. 2 packs avec hallebarde, 1 pack avec bouclard. Ou 2 bouclards en hallebarde. Là, clairement, un gros pack, c'est très bien. Ou 1.5, c'est très bien. Donc là, ils sont jouables en garde des tombes, en tombe de garde, tout simplement. Ils ont la bonne armure. Les boucliers, les figurines qui en ont là n'ont pas de bouclier, c'est les figurines de Landor Miniatures. Mais vous avez des boucliers type elfe noir avec beaucoup de petites crêtes comme ça, de petites dents qui peuvent pour moi très bien aller. Donc c'est les boucliers des lanciers elfe noirs. Vous avez juste à prendre ceux qui n'ont pas le symbole, parce que les runes de quel, des trucs comme ça, pour moi ça colle pas trop.
Vous les foutez dans le dos et hop, vous êtes nickel en termes de Wheezy. Vous avez Albar Bouclard, vraiment très content. Puis matez-moi ces gueules, putain, les casques là, Landor. Autant Landor, j'aime pas trop ce qu'il fait, notamment sur les hauts elfes. Et putain, sa gamme pirate, elle me fait kiffer. Au niveau des bases, tout ce qui est squelette et chariot squelette, bah, on va être dans du pirate zombie. Hein. Donc vous aurez les mecs qui vont représenter les mecs avec arc, avec armes de tir, ils auront des mousquets. Les mecs avec armes de base bouclier, lance et bouclier, bah, encore une fois, on va les chercher. De la même manière que pour la Blackguard, les boucliers sont pas disponibles sur les figurines de base, mais vous avez Medbury Miniature, donc qui fait surtout du Seigneur des Anneaux et de l'historique, qui propose des boucliers en bois cassés. Donc je me dis, bah voilà, des boucliers en bois un petit peu rongés, etc. C'est nickel pour la gueule de l'armée. Donc si je veux me faire des lanciers et des mecs avec armes de base, alors pour l'instant j'ai que des tireurs, parce que encore une fois, c'est ça, comme je l'ai dit, c'est ça qui me fait kiffer. Bah, ça permet d'avoir des petites armées qui vont très très bien. L'état-major est trop classe là avec le. Ah, j'ai oublié le nom du drapeau des pirates. Machin Roger. Ah, je sais plus. Ah, les commentaires, ça sert à ça, ça sert à ça. Premier choix, un petit peu compliqué, les Ushabti. Comment jouer des Ushabti dans cette armée? Déjà, je suis totalement jaloux parce que JP est en train de se peindre des ogres et il s'est fait une armée d'ogres qui en plus avec la peau noire, donc ça nous fait plein de lutteurs sénégalais, ils sont magnifiques. Et donc je me suis dit, putain, il y a peut-être moyen de faire un truc. On a le lore dans les épaves animées, hein, qui sont des ogres tout simplement, qui sont utilisables. Alors, pour la partie, pour un champion d'unité, j'ai celui-là. Voilà, c'est parfait. Ce qui me fait chier, c'est que les ogres que j'ai là, qu'on pourra peindre en mode mort-vivant, hein, le but, tu les peins avec de la peau comme tes zombies, etc. Et du coup, il n'y a plus de soucis. Ça fait pas Ushabti. Encore une fois, je la sens pas la lame rituelle. Alors je sais, c'est juste une grosse arme lourde, mais en termes de lore, pour l'instant, je suis pas convaincu par ça. Donc ça, pour l'instant, c'est non. Par contre, pour les Ushabti avec arc, matez-moi ces armes bien primitives. Encore une fois, mais quand tu as joué au Seigneur des Anneaux, tu as les corsaires d'Umbar qui sont avec arbalète. Donc pour moi, ça colle totalement. Donc tu as Clébiste, qui est français, qui a fait ses ogres, que je trouve magnifiques. Et je me dis, pour faire une petite référence à Total War, bah, pour les champions d'unité, donc le champion de chaque unité aura un petit blooded corpse de l'endor miniature qui apportera son petit tonneau de poudre, etc. Donc ça me plaît bien, ça me plaît bien. Donc ouais, pour l'instant, ça c'est un petit peu comme les chariots, les trucs comme ça, pas convaincu. Lui, je trouve une manière de le jouer, hein, on va pas se mentir. Il y aura même eu un monde où ça comptait comme une arbalète et pas comme une arme lourde, et je l'aurais mis en champion d'unité, parce qu'en termes de charisme, on est au top, hein, un ogre pirate, il n'y a pas mieux. Mais voilà, après, ouais, à voir, faut que je trouve. Parce que quand tu prends les différentes origines des mangeurs d'hommes, il y a peut-être moyen, en prenant chez tous les concepteurs, de te faire une unité du Ushabti, arme de corps à corps. Mais si tu veux un pack de 5, t'as le Game Workshop, t'as Clébiste. Faudrait que j'arrive à en trouver au moins 3 autres qui aient à peu près le même look et qui fassent pirate. Au niveau des nuées des tombes et des charognards, au niveau des nuées des tombes, on a des nuées, c'est très très simple. On a les nuées draps de chez Island Miniatures qui sont nickel. Si vous voulez un truc un peu plus varié, un peu moins espacé, moi je suis plus parti sur ça. Vous avez les Bloodsucker Apocalypse de l'Andor Miniature, en plus qu'on des petits bateaux, des petits trucs comme ça. Donc voilà, ça peut être une solution. Alors, attention, ils sont sur petit socle, ils sont sur socle de 25, donc il faut en mettre un petit peu plus. Mais voilà. Au niveau des chauves-souris, des charognards, pardon, bah là vous avez les Flying Buccaneers, donc vous voyez bien, c'est une chauve-souris vampire avec un mec qui est porté, un zombie qui est porté, qui essaye de faire ce qu'il peut. Bon, ça fait son taf, il n'y a rien à dire, c'est nickel. On est dans le thème, on voit bien que ça vole, ça fera le boulot. De toute façon, j'ai pas envie de jouer les charognards pour le moment. Je sais qu'il faut que j'en joue plus. Là, je discutais même en homme bête, apparemment les harpies font vraiment le taf. Mais pour l'instant, j'y suis pas encore. Au niveau de mes cavaliers et archers montés, c'est simple, c'est non. Encore une fois, pas de cavalerie pure et dure. Au niveau des chariots, les chariots, c'est trouvable, c'est faisable. Mais ça demande beaucoup d'efforts et j'ai peur que ça occupe mal le socle, etc. Donc à suivre. Par contre, tout ce qui est chevalier nécropole, alors surtout les nécroserpents et les stalkers, un truc que je dois à tout prix jouer, c'est les léviathans pourrissants ou les prométhéens pourrissants. Ces figurines-là, je les trouve fantastiques. Alors, ça a été désigné pour être joué en char, je sais, mais pour moi, ça colle pas. Donc, je vais partir sur, quand je joue des nécroserpents ou des stalkers, uniquement les crabes sans leur équipage.
Donc à choisir, il n'y a pas de souci. En plus, là, il dépasse de du socle, mais quand tu les mets sur un socle de 50 par... Parce que je crois que c'est 50 par 100, les socles de ces mecs-là, bah, t'as la bonne taille et du coup ça passe bien. Alors en stalker, je suis pas fan pour l'aspect tir. Je vois pas des crabes tirés. Encore une fois, vous avez le crabe, vous avez un crabe là, qui a un coup de pince, qui est capable Non, c'est une crevette, je dis n'importe quoi. Mais il y a peut-être des crabes qui tirent dans la nature, mais ça me parle pas. Donc j'ai joué en nécro-serpent dans l'armée roi des tombes. Et bah, si je veux mettre des cavaliers dessus, un ou deux cavaliers dessus, bah, je les jouerai en chevalier du nécropole. Bon, encore une fois, je les prends surtout pour les jouer en nécro-serpent dans un premier temps, et en stalker si je veux jouer en grande armée. Mais voilà. Encore une fois, les Rotten Crab de chez Landor. Voilà. Oui, je vous ai mis, quand je vous ai mis le TCW en haut à gauche, y compris sur les trucs précédentes, c'est que tout est disponible directement sur la boutique. Le lien en description. Ensuite, le Scorpion des tombes. Les scorpions, je les trouve dégueulasses, que ce soit Solid Games, etc. Là, j'en ai trouvé un chez Flesh of Gods, que je trouve fantastique, bien agressif. Tu sens qu'il est là pour tuer les gens, et moi, ça me va très très bien. Donc, ça, on va partir là-dessus. Et le deuxième, alors pour le jouer en Nécrosphinx, vous avez Landor Miniature qui a sorti un Colosse Nécrophex qui est énorme. On ne le met pas en vente, pourquoi? Parce que à sortir de manière industrielle et répétée, c'est l'enfer. Et le prix va sûrement être un petit peu flippant. On verra si je fais chier JP pour en imprimer un, et si je fais chier Cassique pour en imprimer un. Mais globalement, pour l'instant, j'ai pas envie de jouer Nécrosphinx, même si c'est très très fort. Donc à voir. Bon, si je pars en mode full tournoi avec la liste, etc., peut-être qu'en effet, j'aurai la liste un petit peu teubée, là où tu as deux Nécrosphinx et deux géants, et deux dragons, mais ça m'emmerde un peu. Si je veux jouer les grosses piques, j'ai déjà les hommes bêtes pour ça, ou le chaos. Donc pas sûr. Mais en tout cas, il existe, et il a une gueule bien sympa. Ensuite, Colosse Nécrolite, ouais, si je veux jouer donc en Colosse Nécrolite, je pourrais repartir sur une Sighoul, donc un Morngoul en fait. Le grossir en termes de taille pour qu'il occupe bien un gros socle, donc vous le faites x1,5, grosso modo. Et vous avez une figurine bien sympa. Après, au niveau des détails, c'est déjà pas super détaillé. À voir. Là, actuellement, il fait la taille d'un ogre. Je suis pas convaincu. Si je voulais jouer une arche des dames damnées, pour l'instant, j'en ai pas joué dans ma liste. Je pourrais partir sur une Sibanchi, donc cette espèce de grosse sirène bien planquée. Vous avez la mémère qui peut être à côté pour représenter le prêtre liche. Vous mettez deux blackguards, un de chaque côté, et c'est bon, vous avez de quoi faire un petit diorama qui représente une arche des dames damnées. C'est nickel. La catapulte, bah écoute, c'est un truc qui tire en indirect. Vous mettez pas les crânes de l'ennemi parce que ça n'a pas le sens. Petit mortier pirate, allez, on n'en parle plus, ça fait son taf. On est dans le thème de l'armée. Et enfin, tout ce qui est schéma de couleur. Encore une fois, j'aime bien les petits zombies type BD que vous pouvez voir un petit peu partout, pour avoir un peu traîné. On dirait les trucs que vous avez sur les paquets de bonbons là. J'aime bien cette espèce de tronche un petit peu entre les deux, où tu as un bleu qui est pas du tout réaliste, et puis ça me plaît bien. Côté un petit peu Warcraft et tout, enfin bon bref. Et du coup, bah voilà, on partirait sur une peau qui est comme là. Alors, attention, les figurines ne sont pas totalement finies, mais vous avez un bon truc. Donc voilà, vous avez une gueule au niveau des figurines, donc pas mal de bleu et d'orange pour respecter les couleurs de la chaîne. La JP a fait un travail super sympa sur le cuir, sur le cuir de la bannière, sur l'étendard. Comme j'ai joué une figurine avec tapis volant, on l'a mis sur un petit tapis volant. Oh, ça c'est très très con, mais ça sort plutôt pas mal. Et donc voilà, bleu orange pour la chaîne, les armes rouillées, ça c'est le minimum. Je veux dire, l'entretien chez les contes vampires, c'est déjà pas terrible. Alors j'ai des vampires pirates qui en plus ont l'oxydation en plus direct, bon voilà. Et pour le côté magique, voilà, s'il faut partir sur des yeux rouges pour les personnages, et des yeux et du blanc comme ça, un petit peu écarquillé pour du blanc crème pour les mecs de base, ça se tient. Encore une fois, je suis pas le peintre, c'est JP qui va nous peindre cette armée, donc il y a de quoi faire. Ma première liste compétitive et premier retour d'expérience. Alors c'est déjà la version 2 ou 3 de la liste, hein. J'ai déjà fait bouger un petit peu, j'ai fait quelques games avec, notamment fin juillet, j'ai joué un tout petit peu début août avec. Là j'ai commencé à faire des games en ligne avec l'armée. Comme je veux mon dragon, et que je veux pas jouer de roi des tombes parce que j'ai ni Archon ni Arianessa dans mon lore actuel, on part sur un Oppressor sur dragon. Niveau 4, illusion, serpent staff, bon il est pas fou, on va pas se mentir, il fait pas vraiment le taf. On est sur un sorcier,
435 points, sorcier avec pas mal de PEV. En illusion, pour aller chercher les colonnes de cristal, les miasmes, le mystificateur, etc. J'aurais pu lui payer l'or familiar, mais j'ai fait un petit peu le radin. Je lui paye le talisman de protection. Ça lui fait une sauvegarde d'armure à 4. 1 vue à 5, régène à 5. C'est pas tanky, mais voilà, quand vous prenez du KT qui va vous faire du P à -6 dans la gueule avec les canons, bon, autant pas trop investir 2 points dans une meilleure armure, hein, on toujours à l'invue et la régène. Mais de toute façon, on n'a pas d'invue à 4 disponible en roi des temps, donc c'est vite fait. Le serpent de staff, ça c'est pour représenter son petit côté corps à corps un petit peu punchy, donc 2 attaques empoisonnées, c'est pas fou. S'il chope le doppelganger, ça peut être marrant, mais en général il le chope pas ou il n'arrive pas à le lancer. La scarab broche, ça c'est quelque chose qui permet de faire arriver les unités qui viennent depuis les sables à 18 pouces. Et vous allez voir, j'en parlais au moment des nécro-serpents et des nuées des tons, c'est assez pratique. Ensuite, on a 2 petits prêtres. Alors, comme je joue en culte mortuaire, il y en a un qui peut être porteur de bannière. Donc, Pépère, lui, va être joué en prêtre liche avec bannière et tapis volant. Donc, plutôt marrant. Ça lui file une petite mobilité en plus. J'aurais pu jouer simplement la cape des dunes, mais je trouvais ça plus intéressant, le tapis volant dans ce cas-là. Puis en termes de gueule, je trouve ça fantastique. Et donc les deux sont le niveau 1, les mentalismes. Hein. Grosso modo, à part si je vais affronter des listes vraiment orientées tanking, lui va prendre la relance des As en bulle, et lui va prendre le mouvement de réserve à une unité, souvent le dragon, même si c'est un petit peu compliqué de le jouer, ou un pack de Bochapti. Après, s'il y a ce qu'il faut, à droite à gauche, il jouera il le lance en bulle, mais globalement, voilà, on s'attend plus à y avoir une unité qui a mouvement de réserve par tour. Encore une fois, c'est du vampire, j'ai pas l'idée, l'hypermobilité, je la sens pas. Au niveau des bases, alors on va commencer par les bases, hein, 13 archers squelettes, 14 archers squelettes, avec chacun un maître des flèches, un petit champion. J'ai fait beaucoup de games sans les champions, je m'en suis mordu les doigts à chaque fois, parce qu'à chaque fois je me suis fait choper par un perso. Là, ça m'aura fait gagner énormément de temps. Globalement, ça te fait gagner 4 à 5 figurines sur le truc. Donc des figues en plus, vu que tu as des figues en plus, ça te permet de les régénérer et de repop au tour suivant, donc vraiment très pratique. Pourquoi je les joue pas en tireur squelette? Je pourrais les jouer en tireur squelette, je retire juste le Master of Hero et c'est le même coup en points. Je passerai même à 14 et à 15. Je vois pas des mecs comme ça en tireur. Pour moi, on est vraiment, on doit être dans la tunique rouge, mort-vivante. C'est-à-dire, pour moi, il faut qu'ils soient en rang. Donc 2 lignes de 7, quand il y a un perso qui va dedans. Voilà, j'arrive pas à sortir de cette imagerie-là. Les 5 nécro-serpents, donc qui sont en fait les unités des chevaliers des nécropoles, mais que la monture, donc plus les nuées des tombes. En fait, les deux vont pouvoir arriver donc en embuscade tour 2, 3, 4, 5, ou avec les capacités des hauts prêtres, de les faire arriver en phase de com. Et typiquement, quand j'ai le toss, on est sur du 3 objectifs, souvent je vais essayer d'invoquer les nuées à 18 pouces du dragon grâce à la scarab broche, pour aller prendre des objets très vite. Mon armée a des bonnes bases, mais globalement c'est du tir. Donc ça va plus chercher des angles de tir que de la puissance. Donc ça fait ça. C'est rare que je fasse des grosses lignes droites avec mes packs de Bochapti. Avec mon pack de Bochapti en base en tout cas. Les 5 nécro-serpents, ils sont la règle des êtres du dessous. Donc en fait, qui leur permet de faire des tests d'initiative à des unités d'infanterie et d'infanterie lourde, régulière et lourde, qui seraient à 8 pouces de là où ils pop, sachant qu'ils peuvent popper qu'à 6 pouces, à plus de 6 pouces d'unité, donc le ratio est donc pas non plus énorme. Et en fait, un pack comme ça, il a PU 15. Et donc en fait, ça fait que quand vous arrivez, vous allez demander 15-16 d'initiative à des gars. On vous rappelle que 16 d'initiative, c'est tu fais ton 16 d'init et si tu loupes, tu meurs. Donc c'est retiré comme perte. Donc c'est très intéressant, notamment contre les listes naines. Les listes naines ont énormément de packs avec très tanky, etc. Là, vous allez lui dire, écoute mon pote, t'as un pack de 15 brise-fer, t'as initiative 2. Allez, lance 15 dés, en stat, t'as 10 morts. Voilà. Alors contre les elfes, ça fait rien. Contre les maîtres des épées, etc. Bien sûr, depuis que je joue cette liste, j'ai jamais affronté autant d'armées initiative 5 et 6. Mais voilà, contre des petits, contre des persos, c'est aussi très intéressant. Typiquement, un tueur nain. En fait, le nombre de tests d'initiative, il dépend de la PU de votre unité à vous. Donc ça veut dire que quand vous allez arriver sur un perso, vous n'avez pas de contraintes pour le piéger, ou Banshee typiquement, alors que c'est plus rentable sur un truc, mais le mec il va lancer 15 tests d'initiative, 15 tests d'init, même s'il a l'initiative 37,
Un 6 c'est toujours un échec. Au bout d'un moment, il va les faire les 6. En moyenne, il en fait 2,5 par lancé. Donc vous êtes quasiment sûr de one-shot n'importe quel personnage solitaire qui sera entre des packs, que ce soit un tas de Gatling. Alors que peut-être une meilleure initiative, il faut que je fasse gaffe, mais 15D, il y a un monde où il y a au moins un 6 qui passe, quoi. Donc voilà, petite combo qui me plaît bien, à 18 pouces avec la Scarab Broche. Je l'ai passé qu'une fois. Je l'ai passé qu'une fois, et le mec m'a fait une série d'As et de 2 magnifiques, ce qui fait que je tue 2 guerriers nains, mais je suis sûr que ça servira un jour. Cette Bochapti, bah voilà, l'unité est très très forte, est en base, très très bien pour la 1.5, ça tank, ça close bien encore à corps, on est sur 21 attaques force cap PA-1, aucune réseau fixe. Donc en général, j'essaie de faire des petites charges combinées avec eux et autre chose, avec au moins une unité d'infanterie régulière, afin d'avoir bonus d'infanterie, bonus de flanc, etc. Bon, je me suis même retrouvé récemment à faire une charge sur 2 parties de suite, à charger des patrons sur monture, que ce soit un Seigneur du Chaos sur Manticore, ou un dragon ou elfe, à les charger avec le maximum d'unités pour faire plein de réseaux, en me disant, bah écoute, mon petit champion, tu vas mourir à l'initiative du patron, il y a un monde où ça se passe bien. Bon, ça s'est mal passé contre le elfe, bien passé contre le dragon, contre le chaos, j'ai envie de dire comme d'hab. Les 2 petits scorpions qui sont obligatoires, un plus pour 1000 points, et qui sont broken, donc on les joue, pareil, Terror's Below, 3 tests d'init quand ils arrivent. 3 tests d'initiative, c'est pas terrible contre les petites unités, mais ça peut permettre de faire passer l'unité en dessous de la PU10 pour prendre les objets. Grosso modo, ça va surtout servir à les placer, et puis bah voilà, faire un petit, sur un malentendu, une chance sur 2 tuer un perso qui a une bonne init, franchement on prend. Et un deuxième pack de Bochapti, ça c'est pour ma liste compétitive. En fait, on voit qu'il y a encore beaucoup de listes avec des gros. On vous l'avait vu, que ce soit Manticore double dragon en KO, il y a toujours des gros patrons, il y a toujours des patrons sur char, qu'on voit beaucoup plus. Il me faut 2 packs de Bochapti. Donc dans un environnement méta, il y aura 2 packs. Dans un environnement un peu moins méta, clairement il y a un pack de Bochapti qui va être remplacé par un petit pack de zombies squelettes ou peut-être des petits monstres. Si j'arrive à me faire les War 5, m'en faire 2 petits War 5. Ou Necro 5, j'ai pas envie, je trouve ça broken. Puis Necro 5, Dragon Ogre, je trouve ça un petit peu solide pour du mou, donc voilà. Au niveau des games, j'ai affronté quoi? J'ai affronté de l'Elfe Sylvain, ça s'est bien passé. J'ai affronté de l'OELF, ça s'est mal passé, mais on était en scénar colline, les GD étaient what the fuck, donc j'arrive à justifier et je perds de peu malgré ça. Donc plutôt content, c'est le genre de partie qui n'a pas de sens. Vous avez un Aono Ruby de Ruin qui fait 12 touches, 9 blessures. Le mec il passe 8 save, et puis d'un côté, t'as une flèche. T'as deux flèches d'arc qui partent et qui tirent qui font de mort. Voilà, pas trop de sens, mais le boulot est fait. Les différents éléments que vous allez avoir, c'est quoi? C'est ouais, le chaos, je l'ai dit. J'ai joué contre de l'Empire et j'ai joué contre. Ah, j'ai oublié du nain, du coup. Du nain. Bon, le nain, c'était un massacre en ma faveur. La liste est faite. De toute façon, la liste a été conçue pour emmerder le comte vampire, donc avoir de quoi dégommer la mortis et faire des gros tests d'initiative aux unités en arrivant. Et dégommer la mortis, et aussi contre les listes naines, spam de Giro, etc. Vous avez les Bochapti, vous allez faire des massacres. Les quelques pruneaux qui vont faire, vous allez les relever. Enfin, de toute façon, voilà. C'est les chasseurs de Gunline. Les morts-vivants sont des chasseurs de Gunline. Cette liste-là ne fait pas exception. Le dragon m'offre en plus un petit avantage agressif en duel de Gunline. Je suis capable de te dégommer à distance et j'ai une grosse ressource que tu dois gérer très vite. Ce qui fait que ça peut vite être compliqué pour la liste Gunline, notamment la force expéditionnaire. Donc ça c'est la version 2. J'avais des versions, enfin même version 4 ou 5 en 3 mois là. Mais voilà, plutôt content. La liste, vous allez avoir dans un rapport de bataille sur 40K Wargamer. Donc on n'a pas encore décidé contre qui vous allez l'affronter, mais ça va être plutôt cool. Et puis vous allez la voir au tournoi où je vais. Donc vous allez la voir à Vitrolles, mi-octobre. Et vous la verrez normalement. Bon, je la jouerai au GT de Lisbonne, mais ça vous en foutez un peu. Même si on fera sûrement un petit débrief du tournoi. Et... Ah, j'oublie. À Rouen, pour Rotamagus, donc à la convention, donc là pareil, j'essaierai de modifier un petit peu la liste pour l'adoucir un peu en mettant des trucs un peu plus cool à la place du deuxième pack de Bochapti là. Peut-être même qu'on en jouera que 6, enfin, on rajoutera un peu d'infanterie de base et tout. Enfin bon bref, on ramollira le tout. Histoire que ça soit cool. Alors elle n'est pas totalement broken, encore une fois, vous avez vu, si vous voulez vraiment jouer, vous retirez le dragon. Clairement le dragon n'a rien à foutre là dans la liste, vous mettez juste un niveau 4 avec la 4 des dumes à la place du niveau 4 sur dragon, vous le jouez en élémentalisme. Et après, vous allez chercher tout ce qui va bien, le -2 à la save, leurs Zen Rampart, etc. Ce qui fait que vous n'êtes pas prenable au close.
et vous mettez typiquement une arche des âmes damnées au cul. Là, ça rend la liste beaucoup plus forte, mais encore une fois, c'est des listes qui ont été jouées par Ayazi, qui ont été jouées par des mecs comme Lorenz en Belgique, etc. Les listes, je vois pas d'intérêt à pomper totalement. Déjà, la doublette de gauche à petit, je me sens sale. Alors autant jouer un truc qui me correspond un peu plus. Bon, voilà pour cette première vidéo. On a fait quoi? À peine 1 heure, c'est parfait. Bah, écoutez, merci à vous. Si vous êtes encore là, pensez à liker, commenter, partager. Pas mal de petits hot takes de questions, donc n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt. Et je vous dis, bon, écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo. I'm sorry. I don't want to be an infant. That's not my business.